Coucou! Dans cet extrait, tu vas entendre la version longue d'une interview tournée pour la web-série Fais pas genre, dont je suis la co-réalisatrice avec Robin Hadet, diffusée sur les réseaux sociaux de la radio-télévision suisse et produite par Close Up Films. Tous les liens pour voir la web-série sont disponibles dans la description. Bon visionnage! Léon, est-ce que tu peux nous parler de tes différents coming out? Alors, j'ai fait 2 coming out. Malheureusement, c'est déjà trop. Le premier, c'était un coming out lesbien, j'avais 14 ans. Ça s'est très mal passé. C'était un trauma énorme qui encore me suit aujourd'hui. Et le deuxième, c'était le coming out trans qui s'est très bien passé. Donc, qui a un peu guéri le premier. Et ça, c'était il y a, je pense, 3 ans maintenant. Je parle là de coming out à mes parents plus qu'autre chose, parce que la société du reste, j'en ai un peu... ça me m'atteint beaucoup moins. Mais tout ce qui est au niveau proche et famille, c'était très dur pour moi parce que je viens d'une famille qui a une socialisation très particulière. Mes 2 parents sont plutôt de classe moyenne élevée, qui ont reçu une éducation très traditionnelle. Et du coup, avoir un enfant queer, c'était pas ce dont ils s'attendaient. Et ça a un peu perturbé tout le prisme familial. Donc voilà, maintenant le coming out trans s'est bien passé parce que depuis mon coming out lesbien à 14 ans jusqu'à mon coming out trans environ vers 20 ans, il y a eu beaucoup d'éducation qui a été faite, beaucoup de travail de ma part, de leur part. Et maintenant, c'est des personnes qui sont vraiment au courant des questions LGBT. Donc ça se passe super bien. Moi, je suis très privilégié pour ça parce que c'est vrai que le fait d'avoir fait un coming out lesbien à 14 ans qui s'est si mal passé, ça a comme préparé mes parents à ce coming out-là qui était mon vrai coming out, disons. Et du coup, j'ai été accueilli à bras ouverts, surtout par ma mère. Et quand j'ai décidé de faire le coming out trans, j'avais déjà appris de mon premier coming out, donc j'étais là, je vais pas faire les mêmes erreurs. Je vais me protéger moi, en fait, en premier. Donc j'ai décidé d'écrire une lettre. À l'époque, j'habitais à Genève et puis eux à Lausanne. Et je vais mandater ma sœur, qui est une super balai incroyable, de leur donner cette lettre-là. Comme ça, moi, je suis à l'écart et je me prends pas les premières réactions, la peur des parents de la première réaction qui est toujours très violente, enfin, en général. Et du coup, j'ai écrit cette lettre dans laquelle j'expliquais, mais très gentiment et peut-être presque doucement, que j'étais un mec. Et c'était vraiment une lettre où je leur disais, je me présente, je m'appelle Léon, je suis un garçon. Et j'avais préparé le terrain aussi avant. Et je l'ai donné à ma sœur et je lui ai dit, cette date-là, tu leur donnes. Moi, je serai à Genève avec mes amis proches. Et on communiquera le moment où tu leur envoies. Enfin, tu leur fais lire. Et ma sœur a imprimé 2 versions de la lettre. Elle l'a donnée à mon père, à ma mère. Elle les a assis, elle a dit, lisez ça. Et c'est elle qui s'est pris la première réaction. Elle m'a jamais raconté vraiment comment ils ont réagi en premier et je veux jamais le savoir. Mais ma mère m'a direct envoyé une lettre sur WhatsApp, parce qu'on est au 21e siècle. Et où elle me disait, direct, mon cher Léon, donc c'était 2 heures après, j'ai toujours voulu avoir un fils. Et donc pour moi, j'ai fondu en larmes, c'était incroyable. Ça a été la réaction dont je rêvais. Et le lendemain, elle est venue à Genève direct, prendre un café avec moi pour qu'on en discute. Et elle avait peur, je voyais qu'elle me posait 1000 questions, mais elle voulait bien faire. Je voyais qu'elle avait vraiment énormément de bonne volonté et elle m'a pris dans ses bras, elle m'a redit en vrai qu'elle était heureuse d'avoir un fils, qu'elle avait toujours voulu en avoir un et qu'elle serait là pour moi tout le long du parcours et c'est ce qu'elle a fait. À ton avis, pourquoi ça s'est passé si différemment d'un coming out à l'autre? Je pense qu'il y avait une question d'âge surtout, parce que et de douche froide un peu. Parce qu'à 14 ans, dans un village un peu assez fermé d'esprit de droite, quand tu as un enfant qui change autant le petit chemin que tout le monde veut que leurs enfants suivent, ça perturbe. Puis moi, j'étais déjà très turbulent en tant qu'adolescent, j'étais pas bien, quoi. J'étais beaucoup fâché, j'avais beaucoup d'énervement à l'intérieur, d'incompréhension, j'étais pas à ma place en fait. Et du coup, je perturbais déjà beaucoup la vie de ce petit village. Et avoir ce truc de lesbien, et moi je suis toujours, j'étais très revendicateur. Une fois j'ai capté que c'était ça, moi je suis allé vraiment droit dans le mur, j'ai crié à tout le monde que j'étais lesbienne, j'avais aucun problème avec ça. J'en suis pris plein la gueule, c'était horrible. De mes parents, des jeunes à l'école, les profs, c'était vraiment... Les gens n'étaient pas prêts pour moi, mais je sentais qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse ce premier pas. Et du coup, ça a été militant comme coming out. Mais à 14 ans, tu vois, j'étais un gosse. Et j'ai pris beaucoup sur mes épaules et je pense que mes parents, ils ont eu très peur, ce qui n'excuse pas leur réaction.
Et ils n'étaient pas prêts à avoir un enfant queer, franchement. Il y avait personne dans notre entourage qui avait vécu ça. Et ils avaient des amis lointains un peu, qui étaient gays et lesbiennes, mais c'était les amis. Donc quand c'est les amis, c'est ok, mais pas quand c'est les enfants, quoi. Et je pense ils m'ont dit que c'était un choix de vie, déjà, que j'allais jamais être heureux. Pour eux, c'était le début de mon malheur. Alors que ça a été le début de la trouvaille de mon bonheur, en fait. Comment tu conceptualises ton orientation sexuelle au regard de ta transidentité ? Du coup, moi, quand j'ai réalisé que j'étais un mec, d'abord, j'ai eu ce conflit entre mes organes génitaux, qu'on m'a toujours dit qu'étaient ceux d'une femme, et mon genre qui était un homme. Après, j'ai vite compris que ce qu'on me disait était faux et que j'avais le droit d'être un homme avec les organes génitaux que je voulais. Ensuite, il y a eu justement cette superposition attirance sexuelle et genre, où j'étais complètement perdu. Et je dois quand même avouer que ma transition a beaucoup chamboulé mon orientation sexuelle. Et ça, c'est quelque chose que des fois j'ai un peu de la peine à aborder parce que les gens ils vont confondre les deux du coup. Ils vont se dire ah mais c'est la même chose du coup. Alors que c'est deux choses distinctes, l'orientation sexuelle et l'identité de genre n'ont rien à voir. Mais c'est vrai que moi, d'avoir transitionné, ça m'a beaucoup questionné sur mes attirances sexuelles. Parce qu'en fait, c'était tellement énorme de transitionner que l'orientation sexuelle, ça devient quelque chose qui est peut-être superflu, un peu facile à gérer, je trouve. Et du coup, avec ma transition, j'ai commencé à me re-questionner sur mes attirances sexuelles. Parce que moi, toute ma vie, j'ai assez vite compris que j'aimais les filles. C'était très tôt, j'ai réalisé que j'étais attiré par les femmes, que c'était ça qui me procurait le feeling, je sais pas. Et ma transition m'a un peu questionné sur mais pourquoi est-ce que je ressens des choses aussi en regardant les hommes. Et pendant longtemps, j'ai un peu eu de la peine à différencier je veux être comme ou je suis attiré par. Et les hommes cis m'ont beaucoup questionné là-dessus. Du coup, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas essayer de coucher avec des mecs pour une fois. Enfin, essayons. Et je pense que le fait d'avoir transitionné m'a permis de un peu lâcher prise sur ce que ça voulait dire d'avoir une relation sexuelle avec un homme. Du coup, avec les années aussi, et puis la déconstruction, je me suis rendu compte que c'était ok pour moi d'avoir une relation sexuelle avec un homme. Ce que j'ai fait. Ça m'a même pas plu, mais au moins j'ai essayé. Et maintenant, je me rends compte que de plus en plus, j'ai l'impression que je suis hétéro. Et pour moi, ça a été très difficile de dire ce terme-là aussi, parce que toute ma vie, je me suis battue pour être lesbienne, pour les droits LGBT, les droits homosexuels. Et finalement, je me rends compte que je suis dans un couple. Enfin, si je me mets en couple, ce sera un couple hétéro. Parce que j'arrive pas à avoir du sentiment amoureux pour les hommes. Et voilà, donc souvent je dis que j'ai transitionné de homo à hétéro. Parce que maintenant je me retrouve à dire dans des interviews que je suis hétéro, alors que c'est trop bizarre pour moi de dire ça. Mais c'est la réalité, quoi. Tu peux nous parler des étapes classiques qui impliquent une transition ? Alors pour moi, il y a plusieurs étapes. Enfin, je parle de mon parcours. D'abord, j'ai réalisé que j'étais un mec. Ensuite, j'ai réalisé que je pouvais faire quelque chose par rapport à ça. Parce que d'abord, j'ai toute la période où j'étais là, je suis un homme, mais on s'en fout. Enfin, je peux être un homme comme ça, en homme à sein, un homme qui a un phénotype que les gens pensent être une femme. Enfin, pour moi, j'avais d'abord cette période de latence où j'étais là, je suis un homme, mais je vais rien faire. Et après, j'ai commencé à un peu voir des hommes trans sur les réseaux sociaux, en fait. Avant, j'avais aucune vision des hommes trans. Puis quand j'ai commencé à voir qu'ils existaient et quel physique ils avaient, j'étais là, mais en fait, moi aussi, je pourrais. Pourquoi je me mets des bâtons dans les roues? Pourquoi je le fais pas? Et en fait, j'ai réalisé qu'il suffisait d'avoir de la représentation pour capter que je pouvais le faire. Et le plus je consommais des photos de mecs trans, le plus j'étais là, mais en fait, moi aussi, j'ai envie. J'ai envie de faire ça. J'ai envie d'avoir prendre la testostérone. J'ai envie de. D'abord, il y a eu les testostérones. J'étais là. Ok. Alors, j'ai réalisé que je voulais la testostérone. Donc là, ça a été un peu compliqué parce que tout le chemin psychologique qu'il faut faire, le certificat de dysphorie de genre en Suisse qu'il faut obtenir pour avoir accès à la testostérone, ça a été très compliqué pour moi d'assumer qu'il fallait aller chez une psy, parce que j'avais pas envie, mais finalement ça s'est super bien passé, j'adore ma psy. Du coup je suis resté avec elle, mais du coup j'ai eu le certificat de dysphorie de genre qui m'a permis d'avoir accès à la testo. Et au début je pensais que je voulais juste la testo et que je voulais pas faire d'opération. Et j'avais vraiment peur de chaque étape médicale, ça me faisait peur de... C'était un poids administratif qui était assez dur à porter, je trouve, de devoir discuter avec les assurances, avec les médecins, annoncer aux parents que je voulais commencer des hormones, c'était pas facile. Et finalement, après des batailles avec les assurances, j'ai réussi à obtenir ce certificat de dysphorie de genre, j'ai réussi à obtenir les remboursements des hormones, et j'ai réussi à réaliser que je voulais aussi un torse plat.
Et ça, pour moi, ça a été la plus grosse étape, si ce n'est l'étape de ma vie, de me faire opérer du torse. Ça a changé complètement ma perception de moi, ça a changé la perception des autres par rapport à moi. Ça a été révélateur dans mon identité. Et ça a été la plus grosse étape, je pense. Parce qu'il y a eu toute l'étape où je devais me battre pour avoir ce rendez-vous avec la chirurgienne qui était hyper difficile à obtenir parce qu'elle a genre 8 millions de demandes. Et puis c'était pendant le Covid, il fallait que l'assurance accepte, elle a refusé, j'ai dû repousser de 6 mois, enfin c'était vraiment très compliqué. Et finalement j'ai eu accès à cette opération, c'était le 16 mars 2020. Et pour moi c'est là que j'ai pu commencer à être un peu bien dans mon corps. Je pense que c'est extrêmement pesant et on met beaucoup de bâtons dans les roues des personnes trans. En tout cas moi je l'ai vécu ainsi et ça m'a vraiment beaucoup traumatisé en fait. J'ai vécu beaucoup de violences aussi médicales dans les institutions publiques. J'ai dû me battre tout seul en fait, à obtenir ce dont j'avais besoin pour vivre en fait. Et moi j'avais déjà 20 ans donc j'avais un peu les épaules pour le faire, mais quand je pense aux plus jeunes qui doivent gérer souvent tout seuls la pression des assurances qui refusent de rembourser leurs opérations parce que moi on m'avait dit tu n'es pas trans depuis assez longtemps pour qu'on te rembourse ton torse. Et ça m'avait foutu dans une détresse psychologique, mais juste énorme. Moi, je pense que c'est ce genre de mesures qui franchement, qui m'ont mis dans des états, dont je ne sais pas si j'aurais pu me relever si je n'avais pas réussi à finalement obtenir ces opérations. Et c'est là, pour moi, la transphobique. Elle est là, elle est dans les bâtons dans les roues qu'on nous met. Et les gens, ils n'arrivent pas à se dire... En fait, ils justifient ces obstacles en disant mais c'est pour vous protéger, je veux dire, il y a des transitions, c'est dangereux. Les détransitions, il y a 0,2% des gens qui le font. Et puis même si tu fais une détransition, c'est pas grave. Enfin, faut arrêter de diaboliser ça et puis arrêter d'utiliser ça pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et on est des personnes qui devraient avoir le choix de faire ce qu'on veut avec notre corps. Et moi, je refuse que ce soit des personnes cisgenres qui décident ce que je fais de mon corps. Et pour autant, c'est à chaque fois comme ça. Je veux dire, la psy, je l'aime beaucoup, hein, mais c'est une personne cis. C'est à elle de savoir si j'ai le droit ou pas de transitionner. Je veux dire, j'ai eu un rendez-vous avec elle et puis le psychiatre, c'était un mec. Et les deux étaient dans leur chaise en face de moi et ils avaient le pouvoir de ma vie dans leurs mains. Ils étaient vraiment là, genre. Et ils étaient bienveillants et je sais très bien qu'ils allaient me donner ce certificat. Mais même si tu tombes sur quelqu'un qui ne l'est pas, en fait, tu peux vraiment te faire attendre pendant des années parce qu'ils ont décidé que tu n'étais pas assez trans. Là où j'ai eu le plus de soucis, c'était avec la dysphorie de genre pendant genre 2 ans en transition. Parce que là, je considère que j'ai un phénotype qui me convient. Donc quand je vais dans la rue, on va jamais me dire madame. Ça fait environ 1 année, je pense maintenant, que j'ai plus de madame dans la rue. Mais quand j'avais des madames dans la rue, ou même avec n'importe qui mégenrait, en fait, là, la détresse psychologique était intense. Ça me déclenchait ma dysphorie de genre et je pouvais plus sortir de chez moi pendant des jours. Je développais des techniques pour être sûr qu'on n'allait pas me mégenrer, où je passais des heures dans la salle de bain à vraiment me coller une fausse barbe sur la tronche pour pouvoir sortir, quoi. C'était une période vraiment de détresse. Quand je regarde maintenant, là c'était en janvier 2022, j'ai eu un peu une épiphanie où je réalisais que j'avais terminé ma transition, en tout cas pour l'instant, et que je trouvais que j'étais bien comme ça, et j'ai eu un peu comme un poids qui est sorti de mon corps et j'étais là. Mais le traumatisme des derniers 2 ans, que je me suis rendu compte seulement maintenant, comme si j'avais avancé un peu dans ma vie, que je me retournais et j'étais là. Oh waouh, c'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Je trouve que j'ai vraiment eu 2 ans très très compliqués. Qu'est-ce qui pourrait être changé afin d'améliorer la situation des personnes trans ? Alors déjà, abolir le certificat de dysphorie de genre, qu'on puisse aller prendre nos hormones facilement, que les assurances aient pas le droit de refuser un remboursement d'opération qui est en lien avec la transition, qu'il y ait plus de professionnels formés aux personnes trans, parce qu'en fait là, on se bat pour les rendez-vous chez les endocrinologues, parce qu'il y a genre 5 endocrinologues au coton de veau qui prennent les personnes trans, donc c'est vraiment le combat. Je pense que ce qu'on fait là aussi, éduquer les gens dans la société sur ce que c'est les personnes trans, qui on est. Je veux dire, moi, je vis encore de la transphobie au quotidien. Et puis ça, c'est pas demain que ça va changer. Malheureusement, je pense que ça va prendre encore beaucoup de temps. Malgré tous les traumas que j'ai vécus en transitionnant,
j'ai l'impression que je parle d'une place très privilégiée quand même. Parce que j'ai toujours eu finalement les opérations que je voulais, parce que j'avais un coussin aussi financier de mes parents qui m'ont beaucoup aussi soutenu. Enfin, pour eux, vu qu'ils n'arrivaient pas toujours à me soutenir verbalement, ils étaient là si jamais on paye. Et du coup, j'ai pu quand même prendre rendez-vous avec ma chirurgienne en lui disant si mon assurance elle accepte pas, bah je paierai. Et mon assurance a accepté, heureusement parce que c'était quand même 8 000 balles, mais je pouvais plus, en fait, j'étais tellement en détresse psychologique, et comme c'était genre le 16 mars 2020, donc le jour du confinement, le premier jour du confinement en Suisse, je pouvais pas décaler, parce que si je décalais, j'étais le dernier qu'elle a opéré en fait en Suisse, avant une période de latence à cause du Covid, parce qu'ils s'opéraient plus, des opérations non essentielles, alors que pour moi c'était complètement essentiel. Donc en fait je lui ai dit bloquez cette date-là, au pire je paierai, cash, parce que et ça c'est aussi parce que je viens d'un milieu qui me permet de dire ça. J'ai eu aussi la place que j'ai prise aussi au niveau de visibilité en Suisse, c'est parce que je peux le faire. Je sais que si j'arrive pas à trouver un job parce que les gens ils pensent que, enfin j'arriverai de toute façon à trouver un job parce que on est quand même dans une société où c'est possible, mais j'ai toujours quand même un coussin financier derrière moi qui m'a permis de prendre la place aussi dans l'espace public en tant que personne trans. Aussi en tant que personne blanche, j'ai eu des privilèges. Je veux dire, je vois très bien que pour moi c'est plus facile de trouver des gens qui me soutiennent, des médecins qui m'écoutent, même si les médecins en général j'ai eu beaucoup de soucis avec. Donc voilà, et je pense qu'on a tous des différentes cartes en main qui font que la transition est plus ou moins facile, mais dans tous les cas, elle n'est pas tendre pour n'importe qui, quoi. T'as déjà été agressée à cause de ta transidentité? La plus récente, non pas la plus récente, celle qui m'a le plus marqué, disons, c'était... Franchement, elle m'a remis ma vie complètement en question. C'était il y a une année et demie environ. Donc j'avais pas encore cette là, mais plus ou moins, enfin presque. C'était une période où j'avais l'impression que j'avais beaucoup avancé dans ma transition. Où je me sentais sécure, j'étais là, c'est bon, les gens ils me voient comme un mec. Je veux dire, j'ai plus de problèmes dans la rue, c'est bon. Je me sentais bien, quoi. Et j'avais une chemise ouverte avec un Marcel, donc collé à mon torse, qui était pour moi un moyen vraiment de m'assurer que les gens voient que je suis un mec. C'est pour ça que je porte tout le temps des Marcel, c'est que pour moi c'est tellement collé et serré que les gens ils voient que j'ai un torse plat. Pour moi c'est vraiment un bouclier à la transphobie, quoi. Bref, du coup j'avais ça, j'avais une chemise un peu ouverte et j'étais avec mon ex. Et on était à la gare de Lausanne, puis on se tenait un peu dans les bras parce que, bon, bref, je la serrais dans mes bras. Et il y a deux mecs qui arrivent. Et je voyais qu'ils me regardaient. Et moi, j'étais en train de consoler mon ex, je l'avais dans mes bras, je la serrais fort, mais j'avais le regard un peu dans la gare, comme ça. Je vois deux mecs qui arrivent comme ça, puis qui me fixent. Puis j'étais là, genre, hi, tu vois, genre, enfin, je sais pas pourquoi vous me fixez, quoi. Puis je détournais un peu le regard, puis ils arrivent vers moi, ils arrivent vraiment à 5 cm de nous, et puis mon ex était de dos, donc c'était vraiment moi qui étais face à eux. Puis ils se mettent tout proche de mon visage, puis il fait, mais ça va ou bien? Puis je fais, bah. Puis là, je me retire un peu, puis je fais qu'est-ce qu'il y a? Puis ils font vous êtes lesbienne? Et là, mon monde s'est écroulé parce que j'étais là, mais tu vois bien que je suis un mec. Et puis il fait ça va ou bien? Enfin, il commence à nous engueuler comme quoi on était un couple lesbien. Bon, moi, les agressions lesbiennes, j'en ai vécu 8000, donc voilà. Mais là, c'était juste qu'en plus d'une agression lesbienne, c'était transphobe pour moi, parce que du coup, il m'avait catégorisé comme fille. Du coup, j'ai un peu poussé mon ex, je me suis un peu mis comme ça, devant. Puis là, il a vu mon torse, puis il était là, genre. Il a pas compris et il m'a craché dessus. Et moi, j'étais dans tous mes états. Il faisait, je pense, 5 têtes de plus que moi. Et j'étais ils étaient deux gars, tu vois. J'étais là, qu'est-ce que je fais? Et les larmes ont commencé à couler. J'ai voulu les frapper ou me battre. Mon ex m'a pris. On est parti. Et là, depuis ce moment-là, j'ai eu 2 ans de trauma. Où en fait, j'arrivais plus à vivre ma féminité et ma masculinité de la même manière. J'ai commencé j'ai débuté une crise de la masculinité, en fait. J'étais tellement mal pendant genre... J'ai l'impression que je devais surcompenser le fait que j'étais un mec après. J'ai vraiment mal vécu. Ça m'a remis en question toute ma transition, en fait. J'étais là, mais pourtant j'avais l'impression d'avoir l'air d'un mec. Et qu'est-ce que j'ai fait de faux? Et du coup, après, depuis ce moment-là, j'ai commencé à suranalyser tous mes mouvements, toute la façon dont je me présentais. Est-ce que c'est trop féminin? Est-ce que j'ai l'air
trop gay? Est-ce que là j'ai l'air d'une femme lesbienne? Enfin, tout le temps. Et je commence gentiment à sortir, là, je pense, depuis 2-3 mois, où je commence vraiment à être là, genre, en fait, rien à foutre, c'est bon, je peux être féminin et être un mec, mais pendant un moment, ça m'a vraiment bloqué sur ma féminité, en fait. J'avais l'impression que je pouvais plus être féminin et être un homme parce que j'allais me faire agresser. T'as l'impression que la société, elle évolue concernant les questions trans ou pas du tout? C'est très difficile à répondre à ces questions parce qu'évidemment, je suis dans ces milieux. Donc moi, je suis un peu les œillères du milieu LGBT queer, donc j'ai l'impression qu'on en parle plus qu'avant. Mais j'ai quand même un peu l'impression que c'est devenu un sujet en vogue, qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent en parler. Et pour moi, ça va de part avec une espèce de révolution féministe qui a débuté avec le mouvement MeToo. J'ai l'impression que c'est un peu genre apporter le féminisme dans la vie de plus de personnes qu'avant. Et que les personnes trans, nous, on est vraiment un élément très important pour moi du féminisme. On est comme un peu un symbole de la société genrée dans laquelle on vit. Ayant été socialisée comme une fille, ayant vécu, perçue comme une fille jusqu'à mes 20 ans, je sais ce que c'est d'être une femme dans cette société. Enfin, je sais ce que c'est, j'ai été perçue comme ça pendant 20 ans. Mais maintenant, je sais aussi ce que c'est d'être un homme dans cette société. Et en fait, du coup, mon expérience est hyper importante pour vraiment capter où est le sexisme, en fait. Et moi, personnellement, je vis des trucs qui sont invraisemblables. Depuis ma transition, j'ai d'autres expériences dans la vie. Moi, ce que j'explique souvent, c'est mon expérience en tant que meuf qui prend un Uber, parce que je prends des Uber, et en tant que gars qui prend un Uber. Parce que quand je prenais des Uber, j'habite assez loin, donc des fois quand je sortais, je prenais un Uber pour rentrer. Et j'avais 17 ans, donc perçu comme meuf, j'ai pris un Uber, et puis je me suis fait agresser dans le Uber par le mec qui a essayé d'avoir une relation sexuelle avec moi, alors que j'avais 17 ans, et lui en avait probablement 50. Et heureusement, il ne s'est rien passé de plus, j'ai réussi à partir avant qu'il se passe quelque chose de vraiment horrible. Et maintenant, quand je prends des Uber, les mecs, c'est limite, ils me demandent si c'était bien de la base avec la meuf avec qui j'étais, quoi. Enfin, il y a vraiment une sécurité, en fait, en tant que mec dans la vie, qu'il n'y a pas quand t'es une meuf. Et ça, c'est vraiment au niveau de la rue. Je parle de la rue, parce qu'après, il ne faut pas croire que j'ai des privilèges de mec trans, ça n'existe pas. Mais dans le sens où, dans la vie de tous les jours, si les gens ne savent pas que je suis trans et que je vis ma vie comme ça, j'ai une certaine sécurité que je n'avais pas en tant que femme. Donc pour moi, nos expériences sont très importantes parce qu'on peut parler de ces choses-là. On peut parler de ce que c'est aussi la socialisation, on se rend compte de ces choses-là aussi. Moi, je vois que j'ai un décalage avec les mecs cis, pour être honnête. Je le sens, je le vis, et c'est ok, je l'accepte. Et je ne suis pas un mec cis, et je ne serai jamais un mec cis, et c'est pour moi totalement ok. Je sais qu'il y a des mecs trans qui veulent se considérer comme cis, et franchement, je capte tout à fait aussi. Mais moi, je vois que je n'ai pas les mêmes codes, quoi. Et ça me fait rire. Je vois qu'il y a des choses que j'ai pas appris, je prends pas la même place qu'eux, j'ai de la peine des fois à capter certaines dynamiques qu'ils ont. Mais j'ai l'impression que plus j'avance, plus je me socialise aussi comme eux, tu vois. C'est une question de temps aussi. Quelles sont les remarques sur ta transidentité qui te saoulent le plus? Alors j'ai beaucoup le discours des TERF qui me disent c'était trop difficile d'être une femme alors t'es devenu un homme. Et ça c'est vraiment difficile à entendre. Comme si j'avais échappé à ma condition de femme en prenant des hormones et pour avoir la place privilégiée d'un mec en fait. J'ai une place privilégiée à certains moments, mais dès que je vais aller dans une institution publique, je perds cette place. Dans le sens où, par exemple, imagine, je sais pas, je me coupe le doigt, je vais à l'hôpital. Bah là, à l'hôpital, c'est un endroit qui est extrêmement unsafe pour moi. Parce que les gens, ils sont pas formés à avoir une personne trans. J'ai pas les mêmes soins qu'une personne cis. Vu qu'ils vont savoir que je suis trans à un moment donné, parce que à chaque fois que je vais à l'hôpital, ils sont là genre « je me trouve pas dans le système », alors que genre, je leur ai dit 15 000 fois que c'était M et pas F, alors bref, c'est un bordel pas possible. Du coup, ils vont savoir que je suis trans et ils vont me traiter différemment. En fait, je suis plus un corps qui a une capacité de gestion de soi-même, je suis vulnérable en fait, en tant que personne trans. Je suis vulnérable, donc il faut prendre des précautions, je vais pas avoir accès aux mêmes soins. Ils vont être là, monsieur, madame, ils vont être perdus, surtout quand c'est des soins gynécologiques, ça c'est très compliqué, dans l'institut gynécologue, enfin bref. Du coup, j'ai des avantages en tant que mec trans, clairement. À certains moments de ma vie, j'ai des avantages, et ça je les perçois, mais les privilèges, non. Mais j'ai l'impression que je vois à des moments où je profite de quelque chose parce que je suis un mec, et je trouve ça absurde. Typiquement,
tout ce qui est administratif, je sais pas, là récemment j'ai dû rendre mon appartement et je vivais avec mon ex. Et puis tous les échanges avec la régie, alors que mon ex était aussi sur le bail, tous les échanges avec la régie étaient adressés à moi, à monsieur, et pas à madame. Madame n'existait pas. Et quand il venait voir l'appartement, je veux dire, elle pouvait être là, pas là, et il la remarquait même pas, quoi. C'était que à moi que les gens parlaient. Les gens, ils parlent qu'à moi. Si je suis avec une femme, ils vont regarder que moi dans les yeux, des choses comme ça. Et ça, je le vois et je suis un peu là, mais pourquoi tu me parles, tu sais? Enfin, c'est surtout, enfin, si c'est un homme, souvent. Et ça, j'en remarque depuis toujours. Mais même, ça a commencé avant ma transition. Dès que je me suis coupé les cheveux courts et que j'étais en relation avec une fille, les gens me parlaient à moi. Enfin, c'est absurde. C'est vraiment la masculinité, en fait, qui fait que les mecs se sont plus à l'aise de parler avec quelqu'un qui savent qu'ils vont pas pouvoir baiser, par exemple. Tu vois. Je pense que j'aimerais bien vivre dans un monde où le genre n'existe pas. Où les catégories hommes-femmes n'existent pas. Mais où la masculinité et la féminité existent. Pour moi, c'est des concepts qui existent. Tu peux être masculin, tu peux être féminin, tu peux t'approprier ces codes-là, mais où on n'a pas besoin de vraiment tout le temps mettre les gens dans les cases. Et que être un homme ne veut pas dire tout le reste. Parce que ça définit tout, aujourd'hui. Si t'es un homme, t'as accès à telle chose. Si t'es une femme, t'as accès à telle chose. En fait, c'est un peu des gatekeepers de tout. Et pour moi, c'est destructeur. Est-ce que c'est vrai qu'empêcher les jeunes de transitionner, c'est plus risqué pour leur santé que de les laisser faire? Les statistiques sont les suivantes. Il y a 2 personnes sur 3 qui sont trans et qui font une tentative de suicide. Donc, c'est énorme. Pour moi, ces tentatives de suicide ou ces suicides sont des meurtres par l'État. Simplement parce que les barrières qu'on nous met pour accéder à nos transitions nous mènent dans des états horribles. Des états qui nous poussent à faire des choses qui nous soulagent en fait. Et c'est pour ça qu'il faut libérer le chemin des personnes trans. Parce que c'est pas en nous protégeant de nous-mêmes qu'on va se sentir mieux. C'est vraiment en nous mettant des bâtons dans les roues, en nous mettant des obstacles à nos transitions, qu'en fait on va dépérir. Donc laissez-nous transitionner. Merci. Est-ce que toi, Malika, tu aurais une question, des choses que tu voudrais ajouter qui c'est pas clair? Non, au contraire, je trouve assez clair ce que tu as dit. Car enfin, mais si tu as une question, tu peux quand même poser. Non, je trouve ça assez clair. C'est vrai qu'il met comme ça. Ok, trop bien. Merci.